Voilà, ben, à mon tour, je voudrais remercier toute l'équipe organisatrice, en particulier Jean-Michel et Cosette, et puis à vous tous d'être ici, et fidèles, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années qu'on se retrouve. Et voilà, et c'est un vrai plaisir. Et je dirais que pour tous ceux qui sont dans l'organisation, je crois que c'est, et je ne connais pas tout le monde, mais je crois que c'est la préparation de ces journées, ce n'est pas seulement une expérience technique, mais c'est avant tout, je crois, une expérience humaine et d'amitié. Et je crois qu'il faut le souligner. Alors, au cours de cette... voilà, bon, écoutez, il faut commencer. Je dis souvent, un bon conférencier qui a préparé son PowerPoint, il doit pouvoir faire la conférence sans son PowerPoint, sinon c'est un mauvais. Donc on va voir, on va tester. Je voudrais souligner, enfin, comment dire, au fur et à mesure, j'ai essayé de repérer les idées forces. Et je suis arrivé à me dire que finalement, pour faire société, après tout ce que j'ai entendu, eh bien, il faut un certain nombre de valeurs, de principes. Ce matin, Patrick Vivray a commencé en parlant de valeurs et non pas donc seulement la valeur, enfin, pas la valeur économique comme facteur de construction de la société, mais bien des valeurs humaines. Et je voudrais parler de plusieurs valeurs qui sont tout d'abord la confiance. Alors, je ne sais pas si c'est possible de lancer le PowerPoint ou s'il y a un problème. Bon, alors écoutez, voilà, bon, c'est un peu, ça marche pas. Bon, alors on va revenir en arrière. Pour parler de la confiance, tout d'abord, je voudrais rappeler, enfin, ce qui était intéressant à travers pas mal des intervenants, un nombre important, c'est finalement, j'ai envie de dire, ce côté dialectique, mot qui a été utilisé à plusieurs reprises. C'est-à-dire que oui, nous vivons dans une situation difficile, mais en même temps, il est possible de la dépasser. Et en l'occurrence, Laurent Barbe nous a dit qu'actuellement, nous vivons plutôt dans une société de confiance, et notamment tout le service public et l'aide, les accompagnements dans le travail social, où il y a une sorte de politique publique de la défiance, mais en même temps, il nous disait que ça n'était pas le dernier mot qu'on pouvait avoir. Ah oui, c'est celui d'en bas, mais il y a marqué ADSE. Comment faire société ? Excusez-nous. Ça s'appelle Comment faire société ADSEA. Voilà. Vous savez tout maintenant parce qu'il y a plusieurs fichiers, et c'est vrai. Autant pour moi. Voilà. Donc, comment dire ? Oui, voilà, des politiques sociales qui sont souvent marquées par la défiance. Et c'est vrai que les travailleurs sociaux sont en première ligne pour en voir les conséquences. Notamment, il nous citait, Laurent, par exemple, pour les demandeurs d'emploi ou pour les sans-papiers. Également défiance par les usagers, mais il n'est pas interdit de rentrer dans un monde de confiance. Et il nous disait qu'il ne fallait pas réduire le social à des rapports de pouvoir, de manipulation et de défiance, mais qu'il y avait aussi, et là aussi vous êtes très bien placé pour le savoir, de l'engagement, de la vision, de la reconnaissance. Et puis ensuite, vous avez échappé à une belle photo de Laurent Barbe, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Une deuxième valeur qui est l'esprit de service. Et là-dessus, c'est surtout, avec les propos de Michel Chauvière, alors l'esprit de service comme démarche de la personne, mais aussi qui s'exprime dans le service public. Et j'ai envie de dire, il y avait une phrase qui m'avait marqué, c'était de Michel Chauvière qui disait « Il nous faut décider si nous allons vers une économie de service ou vers une société de service. » Voilà, je vais d'abord... oui, voilà. Tout d'abord, vous montrer quand même voilà, les différents points que j'aimerais aborder avec vous, devant vous, avec vous. Voilà, donc la confiance, voilà. Laurent Barbe. Voilà. Et là aussi, une description qui peut, d'un certain côté, paraître assez sombre, mais également l'importance de tous les travailleurs sociaux qui se mettent au service concret des personnes. À titre personnel, dans cette catégorie, j'ai envie de dire esprit de service, j'aimerais remercier tout particulièrement Cosette Jasinski pour sa perpétuelle gentillesse,
et sa présence systématiquement efficace et bienveillante. Alors, c'est que moi-même. Voilà. Ensuite, alors voilà, Patrick Vivray aussi avait souligné qu'il n'y a de projet politique pour la France que dans un esprit de service. Et puis, on peut continuer, donc, la réciprocité et l'interdépendance. Alors, la réciprocité, effectivement, Claire Hébert-Suffren nous en a beaucoup parlé, mais je pense que c'était aussi assez présent dans plusieurs des propos. Si je reprends Claire, voilà, on a eu du mal à trouver le et, et en fait, on ne l'a pas trouvé. C'était une bonne devinette, un peu piège, mais voilà. Beaucoup de choses ont été dites par Claire et je ne reviendrai pas dessus. Simplement, au moins, cette phrase forte parmi d'autres, « Le don est un bonheur ». Et quand tu nous rappelais cette histoire de cet homme qui s'était retrouvé en grande difficulté financière et que sa plus grande souffrance, c'est de ne pas pouvoir donner, que la première chose qu'il a pu faire quand il a eu un salaire, c'était de faire des cadeaux. Et oui, parce que quelqu'un disait il y a très longtemps, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ce que nous montre Claire, c'est que la joie de donner et la joie de recevoir sont parfaitement complémentaires. Alors, dans cette idée d'interdépendance, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là les autres années, à 2 reprises, on a invité Alain Caillé, sociologue, enfin maintenant émérite à Nanterre, et je fais partie d'un groupe qu'il a initié donc, et qui s'appelle les Convivialistes. Convivialistes, vivre bien ensemble, et qui a un moment, à partir d'un texte d'Alain, eh bien, on a écrit un livre qui s'appelle, un petit livre, Déclaration d'interdépendance. J'aime beaucoup, c'est un petit clin d'œil à la Déclaration d'indépendance américaine, mais je trouve cette formule très belle. Et surtout, ce que j'aurais souligné, c'est qu'au cours de notre vie, nous naissons dans la dépendance. Nous mourrons, si on vit âgé, nous mourrons dans la dépendance, et dans l'entre-deux, nous vivons dans l'interdépendance, et on passe beaucoup de notre énergie à essayer de croire que nous sommes des personnes indépendantes les unes des autres, et nous vivons dans une pseudo-indépendance alors que nous sommes des êtres fondamentalement indépendants, ce que nous a très bien rappelé Claire. Alors, un autre élément qui est important et qui n'est pas ressorti dans les propos des uns et des autres, mais je voudrais le souligner à travers 2 exemples. Le premier, c'est Claire. Claire, c'est Claire dans le sens, le prénom Claire, parce qu'elle vous a dit à un moment que, comment dire, elle a revu des élèves 40 ans après, elle leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient retenu, mais j'ai envie de dire, Claire Hébert-Suffren, c'est la maîtresse d'école que chacune d'entre vous, on aurait rêvé d'avoir. Je crois que ça vient du fait qu'elle-même, elle a eu des petites difficultés à l'école avec certains enseignants. Et vous savez, effectivement, 40 ans après, ce qu'elle a expliqué, c'est qu'il y a eu une journée qui a été organisée, 40 ans des réseaux d'échange réciproque de savoir. L'après-midi, c'était sur l'histoire des réseaux, mais le matin, c'était sur les élèves, la première expérience de réseau qui a été faite avec ces élèves. Et extrêmement émouvant d'entendre des personnes qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans, et qui disent, la seule année dont je me souvienne, c'est l'année avec Claire. Et parce que tu as fait venir, je sais pas, une coiffeuse, toutes sortes de métiers, toutes sortes de choses. Et il dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris le sens de ma vie, c'est là que j'ai découvert mon métier. Et j'ai eu le sentiment d'exister pour la première fois de ma vie. Ça, c'est revenu à plusieurs reprises. Je dirais que la modestie, ça fait aussi partie des valeurs humaines qui sont fondatrices de la société. Un autre exemple, tout à l'heure, vous avez entendu... Hubert de Boisredon parlait de son expérience de chef d'entreprise. Il y a une autre chose que j'aime beaucoup dans ce qu'il nous raconte, mais il ne vous l'a pas dit là, c'est que quand même actuellement, il est en train de transformer son groupe en groupe industriel international totalement environnemental, c'est-à-dire notamment avec du solaire, avec des pratiques qui permettraient à des camps de réfugiés d'avoir du solaire pour un très faible prix. C'est-à-dire que véritablement, ce genre d'expérience est en train de changer le monde. Et je pense que des gens qui changent le monde, il y en a beaucoup. Et très souvent, ils le font de manière très modeste. Et je crois que c'est un des facteurs qui nous permet de croire en l'avenir et de faire société. La quête de sens, alors justement, parler de Hubert de Boisredon,
Et je voudrais souligner ces deux phrases qu'il nous disait. Voilà, effectivement, des moments où on se pose des questions sur ce qu'on va faire dans notre vie. Et c'est important d'avoir des éclairages, une sorte de direction. Alors l'espérance. L'espérance, c'est un mot qui est revenu à plusieurs reprises. L'espoir, l'espérance. Alors tout d'abord, je voudrais vous rappeler Jean-Claude Diebo. J'ai appris l'espérance auprès de gens qui avaient toutes les raisons de désespérer, avec son fameux syndrome de Roissy-Charles de Gaulle, là, voilà. Et puis, deux personnes que vous devez connaître un petit peu, j'imagine, voilà. Elles ont été prises en photo tout à l'heure, pendant le repas, voilà. Et si vous regardez à côté, d'ailleurs, c'est marqué « Le monde change ». Le monde change. Eh bien, alors profitons-en pour changer le monde. Changer le monde par la fraternité. Alors voilà, ce que je vais vous montrer là sur quelques diapos, en fait c'est quelque chose que j'ai dans mes fichiers d'ordinateur et je n'avais pas du tout prévu de vous montrer, mais c'est l'intervention de Jean-Claude Guilbeault qui m'y a fait penser. Parce qu'effectivement, il nous dit qu'il y a des choses qui vont mieux et tout ça, mais je suppose qu'il y a encore beaucoup de personnes qui disent « bon, bah, d'accord, il est gentil, mais il est un peu idéaliste ». Et je voudrais vous montrer, non pas que le monde va bien, mais que le monde, effectivement, ne va pas aussi mal que ce que nous montrent les médias, qu'il y a aussi beaucoup d'aspects positifs qui sont passés sous silence. Voici, depuis le 15e siècle, le nombre de conflits par décennie. Si vous regardez la fin, c'est une courbe totalement à la baisse, d'une baisse radicale. Oui, bien sûr qu'il y a des guerres, mais les guerres internationales sont quasiment disparues. Maintenant, c'est des guerres civiles, intra-étatiques, et qui font beaucoup moins de morts. Tous les nombres de morts sont vraiment dramatiques, mais ça n'a rien à voir avec ce qui a été le passé. Maintenant, on nous parle beaucoup du terrorisme. Il y a de plus en plus de terrorisme, Daesh, machin. On oublie quand même quelque chose. C'est qu'on ne parle jamais quand le terrorisme s'arrête et quand le terrorisme continue à s'arrêter, n'existe plus. Alors, je voudrais rappeler quelques faits récents. Depuis, il n'y a plus eu d'attentats. Après, les Basques sont allés faire des visites en Irlande, et l'ETA, donc, voilà, il n'y a plus eu d'attentats. Les FARC sont en train de négocier avec le gouvernement pour arrêter totalement le FLNC. Voilà. Donc, mais il suffirait de demain d'une seule personne individuelle qui fasse un attentat pour que tout le monde en parle. Je donne un autre exemple, maintenant, les fameux objectifs du millénaire. Bon, voici quelques éléments. Alors, je vais aller très vite là-dessus, simplement pour vous dire que le premier et le dernier, toutes les espèces de rapéziurnes en France sont en grosse augmentation depuis 40 ans, 30-40 ans. Une seule était en diminution et remonte, c'est le Milan Royal qui se nourrissait dans les décharges à ciel ouvert, qui sont aujourd'hui interdites. On peut se poser la question, est-ce que c'est si problématique que ça? Alors, je voudrais dire aussi que tous les ans, 50 000 hectares de forêt en plus en France. Voilà. La forêt française a regagné le niveau du Moyen-Âge. Qui le sait? Autre élément, le Rhin, c'était une poubelle à ciel ouvert. C'était le fleuve le plus sale d'Europe. Maintenant, c'est le cours d'eau le plus propre du monde. Non, c'était le plus sale du monde, c'est le plus propre du monde. Vous avez la plus grosse concentration mondiale d'usines pétrochimiques sidérurgiques et vous avez actuellement les taux de métaux lourds qui sont 10 000 à 20 000 fois inférieurs aux normes standards sanitaires internationales. L'ozone, on vous en parlait beaucoup de la couche d'ozone. On n'en parle plus ces dernières années. Pourquoi? Parce que ça va bien. Quand ça va bien, on n'en parle pas. C'est étonnant quand même. Voilà, ça c'est la pollution de l'eau en France. Et ça c'est l'ozone. Ça c'est l'ozone, on ne vous en parle plus non plus. Pourquoi? Parce que l'ozone, le problème est virtuellement réglé. C'est-à-dire qu'il y a encore les produits dans l'atmosphère parce qu'ils mettent longtemps à s'échapper, enfin à disparaître. Mais n'empêche que ça c'est la production des substances qui détruisent l'ozone. Voici ce qui a été fait en 20 ans avec le fameux protocole de Montréal en 1987.
Voilà, bon, mais on ne vous parle pas de l'ozone, on vous en parlait quand ça allait mal, on vous parle plus du Rhin. On pourrait se baigner aujourd'hui dans la Seine. On ne peut pas se baigner dans la Seine, non pas pour des raisons de pollution, mais parce qu'il y a trop de bateaux qui passent et que c'est trop dangereux. Qui le sait? Alors, voilà. Maintenant, la fraternité. Excusez-moi d'avoir été un petit peu long là-dessus, c'est pour vous dire qu'on a des raisons d'espérer. La fraternité, je voudrais simplement reprendre les propos de Patrick Vivray, qui nous rappelle que l'Europe, finalement, était basée sur un projet de fraternité, qui s'est parfois un peu dilué dans des considérations économiques, et que peut-être demain, on pourrait construire une société de fraternité. Et puis, je voudrais aussi souligner quelque chose, c'est une valeur le mot n'a pas été utilisé, mais je voudrais maintenant valoriser l'action de plusieurs personnes qui n'étaient pas au micro, en nous rappelant que Dostoïevski avait dit que la beauté sauverait le monde. Et depuis hier soir, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec quelques-uns des artistes qui sont là depuis, enfin aujourd'hui et puis hier soir. Voici ce que nous dit Stéphane Van Weert. La peinture, c'est communiquer ce que l'on ressent, c'est faire participer les autres à notre univers. Ça, c'est Hassan. Alors donc Hassan et Stéphane qui ont fait les fresques. Cisco, qui est un fidèle des journées à DSEA aussi, qui nous disait ça hier soir en mangeant à table, au restaurant. Et puis Mohamed, donc, de Secret of Moonwalk, qu'on a vu tout à l'heure, qui a participé à pas mal d'émissions. Et je lui ai demandé, c'est quoi qui définit ton activité? Voilà ce qu'il m'a répondu. Et puis, vous allez voir maintenant un groupe autour de Eric Folla, et qui m'a dit ceci. Voilà. Et il me dit également, le bonheur, il n'y a pas de bonheur au bout du chemin, parce que le chemin, c'est le chemin, c'est le bonheur. Voilà. Bien, écoutez, je voulais simplement terminer en vous disant que, et on voit bien avec les différents intervenants, et en particulier le propos de Jean-Claude Guilbeault, qui a vu certainement beaucoup d'orages le long de son parcours personnel, enfin professionnel. Et j'ai envie de dire, il faut avoir un principe héliotropique dans la vie. Héliotropique, c'est-à-dire se tourner vers la lumière, vers le soleil. Et c'est ce qu'ont compris les tournesols. Peut-être qu'on pourrait tirer une leçon des tournesols, nous tourner vers le soleil, et que même lorsqu'il y a des nuages à l'horizon, eh bien, j'ai envie de dire, peut-être qu'on pourrait se fixer une idée, c'est n'abandonnons jamais, ne laissons jamais la parole aux pessimistes et restons profondément optimistes. Et comme vous aurez compris que depuis le propos liminaire de Patrick, où il nous parlait des bisounours, eh bien vous avez entendu pas mal de bisounours aujourd'hui. Eh bien, je vous remercie en tant que bisounours pleinement assumé.